Bien, merci encore à Corinne Saunier pour sa belle intervention. On va passer donc de Chaplin à un petit peu à l'autre univers. Pardon. Comme tu veux. Je pense que tu peux les prendre. Voilà. On va passer donc de Chaplin du XXe siècle à un autre univers, puisqu'on va se retrouver au 5e et 4e siècle avant notre ère. On a le plaisir de recevoir Denis Merle, qui est professeur de lettres classiques, qui enseigne donc en Hippocagne au lycée Claude Monet. Voilà. On va lui laisser la parole. Avant, l'idée c'était aussi de lancer, je dirais, cette intervention sur Aristophane, avec quelque chose d'un peu plus contemporain, mais en même temps qui me semble être un petit peu dans l'esprit de ce que fait Aristophane. Aristophane, ça peut être comique, donc on va vous exposer un petit peu la manière de faire. On a actuellement des slammeurs au Havre et un peu partout en France, et puis il y a un slammer qui a quelque chose à nous dire. C'est un truc de fou, hein, mais je trouve que c'est assez bien dans l'esprit, et ça va permettre, je dirais, de nous mettre un petit peu dans cet esprit de la comédie, alors peut-être pas de la comédie antique, mais notre collègue invité Denis Merle nous dira éventuellement ce qu'il en pense par rapport à Aristophane. Voilà. Je laisse la parole donc à un slammer qui s'appelle Enrico, qui est familier des lieux, parce que quasiment ça fait 3-4 ans à chaque journée philosophique, il arrive, il vient et il nous fait des petits topos. Là vous avez un truc de fou, je crois, à vous faire. Truc de fou. Je prends tout ce qu'on me dit, je laisse ce qui se passe, je débranche le dimanche, j'attrape ce qui se casse, je regarde ma radio, je scrute ses défauts, les voix qui en sortent, ça fait du bien aux portes. Je promène des papiers, des factures, mon bloc d'écriture, je goûte l'oubli d'un C, d'un E, comme moi il n'y en a pas deux. Mais il y a les autres, ils font pas de faute, ils font gaffe pour me remettre en place. Êtes-vous de ces gens sans défaut qui font tout comme il faut ou êtes-vous un peu louf? L'expression truc de ouf, d'où ça vient? C'est mon quotidien. Ça m'amuse les boulons. J'aime les points, c'est tout. Le reste, il y a nulle partout. Je ne voulais pas dire ça, tout compte pour moi. D'ailleurs, j'ai quelques principes. La couleur de l'équipe. Il n'y a que moi qui comprends type. Ça vous laisse perplexe? Et pour mes complexes, à mettre sous Tipex, c'est les beaux réflexes. Bref, je regarde ma radio, disais-je. À la télé, je lis les noms, les génériques. Je crie, vive la musique. Voilà mon manège. Le journal, je l'écortique. Les romans, je les coupe. Je contemple ma soupe, je suis mystique. La lumière, je déguste à la petite cuillère. Quand on me chafuste, je m'envoie en l'air. Je m'organise. J'ai un agenda en fer. Je le mène à la fourchette. Comme vous, je mange des rendez-vous. Je vis avec mes sens, mon bec. Je croque des tonnes d'allumettes. De jeux en jeu, plus ou moins sérieux. Mon langage prend feu. C'est n'a ni queue ni tête. En bouche, c'est la fête. Quand je mâche, remâche et rabâche tous mes flashs, je me lâche assez. Trop, ça t'étache. Mais ce langage lui attache, même s'il brûle la vache, il m'arrache ma gueule de poète, c'est du piment et des spelettes. Laissez-moi finir. Là, je dois refroidir. Merci. C'est un truc de fou, hein. Bien, bonjour à tous. Vous craignez de vous ennuyer, vous avez raison, c'est ce qui va se passer pendant un bon moment. Parce que je vais vous infliger un exposé, si je bafouille ce sera pire, un exposé docte universitaire terrible sur un auteur qui en plus est mort depuis 25 siècles. Horrible. J'espère que parmi vous, il n'y en a pas, il n'y ait personne qui fasse, comment on dit, du latin ou du grec. Si, les hellénistes, quelle horreur. Bon, donc, après cette matinée joyeuse, conviviale et où le rire nous a réunis, nous allons sinistrement tomber dans la poussière d'un auteur qui, évidemment, n'intéresse plus personne. Sauf peut-être moi, sauf peut-être vous, enfin on verra dans un moment.
peut-être Didier, oui. Oui, et encore à voir. Didier, que je salue, que je remercie pour cette invitation, avec cette très belle matinée. Donc déjà, sur le rire, on va essayer de voir ce que ça donnait chez les Grecs. Quand on dit chez les Grecs, c'est forcément universel, puisque nous sommes les héritiers de cette culture, et il y a peut-être de l'Aristophane chez Charlot, pour faire une continuité avec ce qu'on vient de voir. Alors, le rire d'Aristophane, donc tel est mon docte et ennuyeux propos. Pourquoi le rire d'Aristophane? Déjà, j'ai travaillé sous contrainte. C'est Didier qui m'a imposé le sujet. Voilà. Donc, autant accuser avant d'être hué par la foule. Mais finalement, ça n'est pas une trop mauvaise idée. Parce que le rire d'Aristophane, c'est un rire, certes, parmi bien d'autres dans l'Antiquité. Dieu merci, il y en a eu beaucoup d'autres, chez les Romains aussi. Mais c'est peut-être le rire le plus sonore. Rire énorme et subtil, tonitruant, tonique et remuant, moqueur, gouailleur, dévastateur, salvateur, conservateur et novateur. Ce n'est pas seulement pour le seul que je dis ça. C'est aussi pour chacune des notions une vérité du rire d'Aristophane. Rire scatologique, démocratique, utopique et caustique, rire subversif et corrosif, rire inclassable après avoir tenté de le classer. Et maintenant, un grand moment où chacun prend des notes, bien sûr, les dates d'Aristophane. Aristophane est né, il est mort né, ça n'a aucune importance. Retenons simplement qu'il est contemporain de la grande époque d'Athènes, le 5e siècle avant Jésus-Christ, et pour ce qui est de sa date de naissance, il est né aux environs de 450, un petit peu après peut-être, on n'est pas très sûr, ça n'a aucune importance. Il est mort dans la première partie, dans le premier quart du 4e siècle avant Jésus-Christ, bref, il est contemporain de Socrate, contemporain de Périclès, bref, la grande époque d'explosion de l'intelligence, du logos, de la raison, mais aussi du rire à Athènes. Aristophane est le seul auteur de ce que l'on appelle dans les manuels et les doctes traités l'ancienne comédie. Alors dit comme ça, c'est pas forcément très excitant, l'ancienne comédie. Ancienne comédie par opposition avec la nouvelle comédie d'un style très différent. L'ancienne comédie, donc, il y a eu des auteurs comiques avant Aristophane, il y a eu des contemporains d'Aristophane, mais c'est le seul, encore une fois, dont on ait conservé des pièces entières. Précisément, on a conservé 11 pièces sur un peu plus de 40, un quart seulement, mais c'est déjà énorme, dans la mesure où, je viens de vous le dire, les contemporains d'Aristophane, eux, n'ont pas vu leur texte conservé, on a juste gardé des fragments. C'est assez dire la puissance d'Aristophane, parce que dans l'Antiquité, on conservait un texte, on le recopiait pour autant qu'il avait de l'intérêt, et donc Aristophane était d'une puissance comique telle, et peut-être d'une profondeur telle, qu'on a jugé bon de conserver au moins 11 de ces pièces. Et quelles pièces? Aristophane, donc, nous donne à lui seul une idée de ce que pouvait être l'ancienne comédie. Alors, je ne sais pas si dans la salle, personne ne s'est dénoncé quand j'ai demandé s'il y avait des hellénistes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui auraient déjà lu de l'Aristophane. Voilà. Donc, pour les 3 personnes qui viennent de crâner, je ne vais pas pouvoir, à cause de ces 3 personnes, dire n'importe quoi, ça a été mon propos, donc je me reprends sérieusement. Je ne vous remercie pas. Remontons à la nuit des temps ou presque, remontons un petit peu dans le temps athénien et dans le temps grec. Il y avait avant la comédie le komos. Comédie vient de komos. Le komos, qu'est-ce que c'est? C'était une espèce de procession bon enfant, très largement imbibée, une déambulation où l'on vociférait, on braillait dans les rues de la cité, et donc une espèce de célébration à la main comme je te pousse, célébration du dieu Dionysos, dieu du vin, dieu du désordre dont je vais parler dans un instant à propos du théâtre. Donc la comédie naît du komos. Et puis on s'est dit, ça serait peut-être pas mal de faire quelque chose d'un peu plus ordonné à partir du komos. Ainsi est née la comédie. Je brûle les étapes, bien sûr. Les choses sont un peu compliquées. Les spécialistes ne sont pas toujours d'accord. L'étymologie même de komos prête à discussion. Tout ça n'a aucune importance. Disons que c'est un joyeux désordre, le komos, qui ensuite va donner naissance à la comédie. Alors,
La comédie n'est pas née comme Athéna sortie armée et casquée d'accuse de Jupiter. La comédie n'est pas née d'un seul bloc, toute faite à l'époque d'Aristophane. Les choses se sont faites petit à petit. Et les comédies d'Aristophane, pour les 3 érudits qui ont lu la pièce, ils le savent, pour les autres, ils le découvriront. La comédie d'Aristophane est certes très plaisante à lire, très inventive, stimulante, mais souvent aussi, il faut bien reconnaître, difficile à lire pour un lecteur moderne parce qu'elle ne répond pas aux critères que l'on attend d'un début, d'un milieu et d'une fin bien structurée. Tout cela construit autour d'une intrigue, quelque chose d'extrêmement léché, d'extrêmement écrit. C'est plutôt une sorte d'intrigue, d'idée de départ très inventive. Aristophane a des idées absolument géniales de scénario, pour moderniser un petit peu, mais à partir de là, eh bien, ce sont des enchaînements de sketchs. Et donc, si on cherche une cohérence dans le récit et dans l'action, on s'y perd. Donc, il faut lire Aristophane pour ce qu'il est, un auteur de comédie à sketch, essentiellement, mais de sketch en sketch, de délire en bouffonnerie, de bouffonnerie en satire. Eh bien, petit à petit, quelque chose se construit autour du rire et on va se demander si le rire n'est là que pour l'amusement. Donc, une question se pose tout de suite, artifice rhétorique pour placer mon paragraphe suivant. Une question s'impose à nous, de quoi ou de qui rit-on chez Aristophane? Ici, 2 solutions. Je vous propose une énumération petit a ou petit b, je résume. Donc j'ai choisi le petit c qui consiste à vous infliger une énumération et ensuite à tout résumer. De quoi rit-on? De qui rit-on? On rit des hommes et même des dieux. On va essayer d'en voir un extrait tout à l'heure, après ces propos liminaires et généraux. On rit même des dieux, ou du moins on rit de l'identité anthropomorphique, ça calme, c'est-à-dire de l'identité des dieux représentés comme des hommes. Donc est-ce qu'on rit des dieux ou est-ce qu'on rit de la façon dont les hommes voient les dieux? Ce qui nous montre déjà que le rire d'Aristophane est peut-être plus profond qu'il n'y paraît à première lecture, première audition. On rit aussi des démagogues. Et on a pu faire un parallèle entre Aristophane et les guignols de l'info, ou Coluche. Ça donne une petite idée et ça ne sera pas faux. On peut aller aussi du côté des Monty Python, pour ceux qui aiment l'humour complètement décalé et déjanté. Donc il y a de tous ces comiques modernes chez Aristophane. On rit également donc des démagogues, on rit également des vieillards, on rit des femmes, normal on est chez les Grecs, on rit aussi des esclaves, normal ce sont les gens libres pour l'essentiel qui vont au théâtre. On ne sait toujours pas si les femmes et les esclaves assistaient aux représentations des pièces, donc ça serait très intéressant de le savoir. Pour l'instant la question est encore incertaine. On rit même du peuple, ce qui est un tour de force, puisque c'est le peuple qui assiste aux représentations des comédies. On rit même du peuple, donc le peuple est amené par Aristophane à rire de lui-même. Mais attention, non pas du peuple pour le peuple, mais du peuple quand il se laisse embobiner par des démagogues, et particulièrement par des va-t-en-guerre, par des, osons presque le mot, des dictateurs à la façon de Lincoln, des gens qui poussent leur cité vers la catastrophe de la guerre, en l'occurrence la guerre du Péloponnèse, dont Aristophane et ses contemporains ont subi les malheurs pendant de très trop longues années. Donc le peuple est amené à se voir en quelque sorte sur scène et voir où l'a amené la démagogie d'un Cléon. On rit également des philosophes. Là, ça devient très intéressant. Parce qu'après, pendant 25 siècles à peu près, les philosophes se plaignent de la comédie. Et aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire parce que enfin, la philosophie se réconcilie avec le rire. Merci Didier, toi tout seul, tu as réalisé cet exploit. Donc, on rit de Socrate, et la question, on va le retrouver avec un extrait, et est-ce que Aristophane est celui par qui la mort de Socrate est arrivée? On rit également d'autres poètes, en particulier Aristophane a une tête de Turc, si j'ose le néologisme, une tête d'Athénien en tous les cas, Euripide, le grand auteur tragique, dont on peut penser qu'Aristophane le détestait, mais là aussi, il faut regarder de plus près, quand on cite si souvent, quand on parodie aussi bien un auteur comme Aristophane le fait avec Euripide,
est-ce que finalement il n'y a pas une forme d'intérêt, de sympathie, voire d'admiration pour cet auteur? Donc le rire est là aussi à double coup, à arrière-fond de tiroir. Donc un rire plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà donc ma pénible énumération, et voici maintenant le petit b, le résumé. Vous l'aurez compris, avec Aristophane, on rit de tout, on peut rire d'absolument tout, et peut-être avec tout le monde. C'est là que c'est très fort. Maintenant je me pose une autre question, et je vous l'inflige à nouveau. Comment rit-on chez Aristophane? Et là aussi, eh bien, tous les moyens sont bons pour rire. On rit de toutes les manières possibles et imaginables, et qui dit imagination dit quelque chose de brillantissime, un feu d'artifice permanent avec Aristophane, qui était un esprit qui allait à 200 à l'heure. L'imagination est extrêmement fertile chez lui, et tous les procédés du rire sont convoqués, superposés, entremêlés, jusqu'à une sorte d'ivresse où le spectateur s'y perd facilement, mais peu importe. Je crois que ça contribue à cette espèce de dérèglement du rire qui permet de se ressaisir paradoxalement. Donc on ne sait plus où on en est, mais on s'oublie et on s'abandonne, un petit peu comme quand on regarde un film de Chaplin où on devient spontané. Le comique chez Aristophane est un comique de situation, c'est aussi un comique de caractère, comique de mots extrêmement important. Nous venons d'entendre un slam, et donc le défi lancé à notre slameur Aristophane est, je crois, toujours recordman au livre Guinness des records, avec un mot de 57, si je me souviens bien, 57 syllabes, quelque chose, un truc de fou, quelque chose d'absolument incroyable. Il invente des mots valises, il joue sans cesse avec les mots, parce que les mots, bien souvent, se jouent de nous. Et c'est une façon de retourner les choses, repenser les mots, en les triturant dans tous les sens. Comique de mots, donc, avec des textes qui ruissellent de jeux de mots, malheureusement largement insoupçonnables pour nous autres pauvres modernes que nous sommes. Dans la langue grecque, évidemment, les hellénistes et spécialistes, les traducteurs font le maximum pour repérer, débusquer et rendre les jeux de mots, souvent par transposition, mais beaucoup de jeux de mots nous échappent, c'est-à-dire qu'il y a une énorme déperdition par rapport au texte d'Aristophane, ça va être encore plus foisonnant à entendre en direct. Donc, comique de mots, mais aussi comique de gestes, parce que dans le théâtre d'Aristophane, on bouge beaucoup, on s'agite dans tous les sens, et le corps, c'est évidemment celui de l'acteur, mais c'est aussi celui des spectateurs. Le corps est sans cesse en vibration, en résonance, et dans une sorte de transport presque bachique, Dionysos étant le dieu du rire, le dieu du théâtre en particulier. Donc, le corps tient une place considérable dans le rire d'Aristophane. C'est un corps en liberté, un corps en éruption, un corps en érection aussi. Aristophane, avec une belle malice, dit dans un de ses textes, dans une de ses pièces, la première, précisément les Acarniens, dit « Moi, je ne donne pas dans ce genre de comique vulgaire comme les autres. Chez moi, vous trouverez du comique fin. » Et il dit donc qu'on ne trouvera pas chez lui d'appendice en cuir avec le bout peint en rouge. Voilà, vous avez compris, si vous avez besoin d'un dessin, il y a tout ce qu'il faut projeter. Donc, mais bien évidemment, Aristophane lui aussi utilise ce procédé-là, ce procédé du corps dans tout son foisonnement. Donc, phallus et autres artifices théâtraux pour faire rire avec un rire gras, s'il le faut, parce que, on le sait, le goût est dans le gras, y compris dans le rire. Avec Aristophane, on a des corps qui tempêtent, mais aussi des corps qui pètent. On a des citoyens qui votent, mais aussi des acteurs qui rotent. Avec Aristophane, donc, tout bouge dans le corps, parce que le corps, c'est le véhicule finalement de la pensée, et on se trouvera un petit peu bête à vivre sans un corps. Rabelais l'a merveilleusement compris aussi. Ne séparons pas trop vite le pur esprit et le corps trivial. Vous vous souvenez sans doute de ce que disait Platon à propos du corps qui est le mauvais cheval de l'attelage. Non, chez Aristophane, le corps fait partie de l'être pleinement et dans toute sa réalisation. Donc,
Les corps chez Aristophane sont des corps dans la démesure des vices et des ridicules. Ce sont des corps dans l'outrance de la farce ou dans la force de l'outre aussi, car on y boit. Des corps dans l'utopie également, par exemple avec la pièce Les Oiseaux, qui porte donc ce titre et qui représente une cité idéale en quelque sorte différente de celle de Platon, bien évidemment, avec des oiseaux qui se comporteraient bien autrement et bien mieux que les humains. Le corps, c'est donc aussi celui des spectateurs, corps remué, secoué, tonitrué, si j'ose dire, par le rire d'Aristophane. Et maintenant se pose une autre question, peut-être la question essentielle, pourquoi rit-on chez Aristophane? Finalement, à quoi bon tout cela? Alors, on rit tout d'abord parce que on rend hommage à Dionysos, dieu de la liberté. Le rire est une forme de liberté du corps et de l'esprit. Et donc, le rire aristophanesque prend place à l'occasion de concours théâtraux sous l'égide du dieu Dionysos. On rit aussi pour le seul plaisir, donc on n'est pas obligé de tout décortiquer, analyser, de s'embêter à essayer de comprendre intellectuellement Aristophane. On peut s'abandonner au seul plaisir d'une joyeuse représentation. Et c'est particulièrement vrai dans une Athènes qui est sous la pression insupportable, de plus en plus insupportable, de la guerre du Péloponnèse. Donc il faut peut-être, si vous jetez un coup d'œil dans Aristophane, vous dire qu'en transposant les époques, vous assistez à des pièces entre 1914 et 1918, donc dans un contexte très particulier. C'est un peu comme si, entre 14 et 18, des auteurs de théâtre avaient osé rire des tranchées, des poilus, des paternes, de ceux qui font la guerre. Donc c'est, quand on regarde ça, c'est un rire extrêmement libre qui aurait été absolument impossible entre 14 et 18, qui aurait été censuré. Donc Aristophane, c'est un rire en liberté. Pourquoi rit-on également? Eh bien, on rit parce que le rire permet à gorge déployée de souder les citoyens qui sont assis sur les gradins, en l'occurrence les spectateurs, mais ce sont les mêmes qui un jour vont à l'Assemblée et un autre jour assistent à une représentation de théâtre. Donc le rire soude à gorge déployée une population dans un moment partagé ensemble, et c'est finalement le versant spectaculaire des séances de l'Assemblée des citoyens. Donc on est sérieux à l'Assemblée quand on vote, on est dans le rire au théâtre, mais finalement on est le même, et d'un lieu à l'autre, d'un moment à l'autre, eh bien le rire peut être un vecteur d'une réflexion politique. On va le voir plus précisément. On rit également parce que le rire, et Aristophane l'a merveilleusement compris, génialement compris, et il nous l'a légué, notamment il l'a légué à Rabelais dont on parlait tout à l'heure. Le rire est libérateur, le rire lézarde le quatrième mur. Il était question dans ta présentation, Didier, tout à l'heure, de stand-up. Stand-up, ça n'est jamais qu'un mot américain pour traduire le grec parabase, c'est-à-dire un acteur qui, à un moment dans la pièce, on ne sait pas trop pourquoi, du moins on ne comprend pas, à un moment dans la pièce, c'est un rituel de la comédie, l'acteur s'avance sur le devant de la scène et proprement, il engueule le public. Vous avez été mauvais, la pièce de l'auteur était géniale, vous avez été mauvais la dernière fois, j'espère que ça va changer et que vous allez vous ressaisir. Hein, ne réagissez pas comme ça, je ne vous engueule pas. Mais enfin bon, je devrais, parce que c'est la tradition de la parabase grecque. Donc, parole en liberté. Parole en liberté avec une hilarité provoquée chez le citoyen. Hilarité qui est beaucoup plus profonde, encore une fois, qu'on ne pourrait le croire. On a dit à plusieurs reprises précédemment au cours de cette matinée, selon la belle définition de Bergson, que le rire est une mécanique plaquée sur le vivant. Je vous invite, sans aucunement contredire la profondeur de la formule de Bergson, je vous invite à retourner la formule avec Aristophane. Avec Aristophane, le rire, ça n'est pas seulement du mécanique plaqué sur du vivant, c'est aussi du vivant qui percute le mécanique. Et ça, c'est très fort, parce que le rire réveille. Le rire, c'est une secousse, une libération spontanée du corps qui sort de sa routine. Précisément, en quoi le rire est-il du vivant percutant le mécanique? Eh bien, parce qu'il introduit la vie dans tous ses excès, corps qui bouge, corps qui boit, corps qui se plaint, qui marmonne, qui renaude, corps en fureur, esprits qui ne savent plus où ils en sont, histoire complètement déjantée. C'est la vie dans toute son exubérance
qui vient dénoncer la démocratie devenue mécanique, une démocratie qui s'est enfermée en particulier dans la routine affreuse de la guerre avec des citoyens passifs, des citoyens moutons qui acceptent tout. Eh bien non, dit Aristophane, je vais vous montrer, mes petits gars, comment on peut rire de la guerre et comprendre que la guerre est ridicule. Et en comprenant que la guerre est ridicule, demain, vous irez peut-être voter la paix, enfin, avec Sparte. La tragédie, selon Aristote, génère une catharsis. Bon, la formule a été abondamment discutée. Aristote est largement remis en question par les théoriciens du théâtre antique. Aristote a peut-être simplifié les choses. Lui qui, je parle sous ton contrôle, Didier, mais qui, je crois, n'a jamais assisté à une seule tragédie de sa vie. Il les a lues, mais sans y assister. On ne les représentait plus à son époque, si je ne m'abuse. Donc, tragédie, catharsis, oui, peut-être, éventuellement, mais aussi la comédie est également une catharsis, c'est-à-dire une purgation. La comédie permet, à titre individuel, pour les plus éclairés des spectateurs capables d'un retour sur eux-mêmes, et là, je pense à la formule brillante de Sénèque dans le De Ira, son traité sur la colère, celui qui sait rire de soi, sait rire avec les autres. Donc, de la même façon, eh bien, le rire d'Aristophane permet à chacun, pour peu qu'il soit capable d'identifier ses vices, ses faiblesses, ses petites manies sur la scène chez un personnage donc montré au public, cela permet au spectateur de se libérer de ses petitesses, de ses mesquineries, de ses erreurs. Mais purgation aussi, catharsis également, sur le plan collectif. L'intervenante précédente a très justement parlé du rire du corps social. Effectivement, le rire est un rire commun et communicatif. Quand on est assis sur les gradins d'un théâtre, n'oublions jamais, c'est difficile, mais n'oublions jamais quand on lit une pièce d'Aristophane qu'en fait il faut la voir jouer. C'est ça qui compte, sinon ça n'est jamais que de l'écrit sur du papier. Il faut imaginer et si possible aller voir les représentations de pièces d'Aristophane. Eh bien, il faut imaginer des milliers de spectateurs serrés les uns contre les autres et qui sont pris d'un rire collectif, comme la magnifique mise en bouche de ce matin par le groupe des danseurs qui nous ont fait comprendre que le rire, c'était aussi quelque chose de collectif et de commun. Et donc, on est secoué par le rire quand on est citoyen sur les gradins d'Athènes et on peut, à partir de là, commencer à se purger des aberrations qui assomment la cité athénienne. S'il y a des survivants auditifs, je vais passer à une deuxième partie. Y a-t-il des questions? En général, c'est les représentants des renseignements généraux qui les posent. Non? C'est bien, donc ça n'était pas une réunion politique, contrairement à ce que tu m'avais promis, je suis déçu. Bon, donc, oui. Oui. C'est intéressant qu'il y ait aussi une catharsis dans la comédie, parce que c'est pas la même catharsis. Finalement, on montre de l'homme quelque chose qu'il ne veut pas voir. Dans la comédie, c'est le fait que le bois, il n'y a pas d'unité du bois, on est secoué par le rire, Oui. on éclate littéralement en tous les sens. Et dans la tragédie, on montre que l'homme est séparé, divisé contre lui-même. Et finalement, on montre la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Alors, c'est une excellente question. Nous allons passer à la deuxième partie exposée. Non, je vous rejoins absolument. De toute façon, vous savez ce qu'on dit des très grands acteurs comiques. On dit que quand ils se mettent à jouer la tragédie, ce sont les meilleurs. Et combien d'exemples de ce genre. Prenez un Galabru jouant le juge et l'assassin. C'est un acteur tragique exceptionnel. Prenez un Rému qui fait rire, enfin la référence est un peu ancienne pour la jeunesse qui s'y présente, mais il est capable d'une très grande gravité. Donc le rire et les larmes, la comédie et la tragédie sont sœurs, effectivement, et avec des procédés différents, mais effectivement, et c'est peut-être encore plus vrai pour cette histoire de purgation est peut-être encore plus vrai, me semble-t-il, pour la comédie que pour la tragédie. Parce que il y a quelque chose de peut-être plus spontané dans le rire, dans la mesure où c'est le corps qui est pris de soubresaut dans le rire. On ose être un corps plus quand on est spectateur de comédie que spectateur de tragédie. Donc il y a une sorte d'effet somatique de la catharsis. Donc j'ai absolument pas répondu à votre question.
Et je vous prie de m'excuser, j'ai encore déraillé. Didier. Ouais, simplement ça signifie, je crois que tu as raison, que l'idée de catharsis s'applique aussi à la comédie d'une manière franche et claire. Quand je préparais la journée, je me disais, mais c'est fou, parce que la définition d'Aristote s'applique, de la tragédie, s'applique à la comédie, et je vais donc dans ton sens. Le collègue, d'ailleurs, allait dans ce sens-là. Une petite chose simplement, à la fin du banquet, dans le banquet de Platon, vous avez Aristophane qui intervient. D'ailleurs, il intervient comme poète comique, mais c'est celui qui tient des discours les plus tragiques, c'est en passant, parce qu'il montre que l'amour est heureusement un remède à une tragédie humaine, qui est une tragédie de séparation existentielle, voilà. Et l'intérêt aussi du banquet de Platon, c'est qu'à la fin, Socrate est en train d'endormir deux personnes. Il y a le tragédien Agathon, et puis il y a le comédien Aristophane. Et de quoi parle-t-il, Socrate ? Il est en train d'expliquer que le tragédien et le comédien, en fait, c'est la même personne. C'est le même qui peut écrire de très bonnes comédies, de très bonnes tragédies. Et en fait, les deux s'endorment, Aristophane s'endort, Agathon s'endort, et puis Socrate reste debout, puisque c'est le seul qui traverse la vie. Voilà. Ça va dans le sens que tu as dit. Merci pour cette référence et ce nouveau rapprochement avec Platon, effectivement, parce que, et en soi, c'est une confirmation avec une mise en abîme, pour faire simple, dans la mesure où, effectivement, Platon, le sérieux Platon et Aristophane, le comique Aristophane, se rejoignent. Aristophane met en scène Socrate, le personnage philosophique des dialogues de Platon, mais Platon met aussi en scène dans son dialogue Aristophane. Donc il y a tout un jeu de miroirs sur lequel on peut réfléchir, si j'ose le jeu de mots, un jeu de miroir qui montre combien le rire peut être profond et combien le sérieux peut savoir sourire. Et Platon est trop peu vu comme un auteur comique, donc c'est dommage, on devrait rire à gorge déployée en lisant Platon, on le prend peut-être trop au sérieux, mais enfin, ceci est une autre histoire que vous équipez. Donc, je vous propose de voir un premier extrait. Alors, ça va être de la haute acrobatie. Heureusement, on va rester au sol, ça fera moins mal quand on va tomber. De la haute acrobatie, parce que, évidemment, j'aurais pu choisir des textes courts. J'avais demandé à des comédiens de la Comédie Française de venir. Ils ont eu un problème, ils n'ont pas eu leur train ce matin, donc on va faire autrement. Premier extrait un petit peu long, mais c'est, j'allais dire, le problème. Non, il n'y a pas de problème, on arrête avec ça. C'est un peu la difficulté. Il est difficile de se faire une idée d'Aristophane sur 15 lignes. Ça n'a aucun sens. Parce qu'Aristophane, on a eu deux beaux exemples de Stan précédemment. Aristophane, c'est une parole qui va, c'est un flot de paroles qui emporte tout sur son passage. Et il ne faudrait pas n'en lire que 15 lignes. Donc, extrait un petit peu long. Pardon pour cette présentation qui n'en est pas une. Les nuées. Je vous ai proposé 4 extraits. Il y a certains qui n'auront pas le temps de tout voir. Donc, on va tout faire mal pour continuer à s'ennuyer ensemble. Donc, la pièce Les Nuées, c'est peut-être la plus connue de toutes, notamment parce que le personnage principal est Socrate. Alors, sondage RTL Express, tout à l'heure on a eu 3 réponses positives. Qui a lu Les Nuées dans la salle ? Voilà. Donc 2, c'est de pire en pire. Donc encore 3 questions et je ne lèverai même pas la main à mes propres questions. Alors, Les Nuées, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un brave bonhomme, un certain Strepsiade. Strepsiade, donc, c'est le brave paysan athénien qui demande rien à personne. Il vit dans l'Attique, il a des mœurs simples, il aime le petit bonheur d'un cruchon qu'on débouche et qu'on se renverse dans la gorge. Il aime la sieste quand il fait bien chaud. Bref, la vie, rien que la vie, toute la vie, dans toute sa splendeur et sa corporéité. Simplement, d'autres gens l'avaient décidé autrement, à savoir ceux qui, par bellicisme, Périclès le premier, le grand Périclès avait décidé qu'il y aurait une guerre avec Sparte. Et voici notre malheureux Strepsiade qui, comme tout un chacun, est entraîné dans la guerre. Mais je triche un peu avec le texte, parce que c'est pas tout à fait ça ici. Strepsiade, on va le retrouver entraîné dans la guerre autrement. Il est entraîné dans d'autres ennuis, et finalement c'est un peu la même chose. Ces ennuis, quels sont-ils ? Et là, on retrouve le Georges Dandin, la pièce de Georges Dandin de Molière. Il a épousé une femme qui est d'une condition sociale supérieure à la sienne.
qui a des visions de noblesse, pour reprendre le terme de Molière dans une autre pièce. Cette femme, donc, elle a de grandes ambitions pour son fils, et elle a notamment donné à son fils la passion des chevaux. Un cheval coûte cher, et donc voici notre malheureux paysan Strepsiade, qui est ruiné. Il a dû contracter des emprunts pour acheter des chevaux pour son fils. Comment s'en sortir? Première solution, il rembourse ses dettes. La dette grecque, on sait que c'est un problème. Déjà, à l'époque de Strepsiade, il ne peut pas la rembourser. Deuxième solution, il élimine ses créanciers. Ça serait un peu fort de café ou d'ouzo. Il se retrouverait devant un tribunal. Donc, il lui reste une seule idée géniale qu'il a, et tout part toujours d'une idée géniale d'un personnage d'Aristophane, quelque chose de complètement farfelu. Son idée géniale consiste à envoyer son fils apprendre la sophistique. La sophistique, donc, cette éloquence capable de soutenir une thèse et son contraire, la sophistique qui fleurit alors, à cette époque, à Athènes. Parce que si son fils, voici le raisonnement de Strepsiade, si son fils apprend la sophistique, il pourra argumenter contre les créanciers et donc annuler la dette par la seule vertu de sa parole. L'idée géniale, simplement, le fils Philippide refuse. Et voici donc ce malheureux bonhomme de Strepsiade qui s'y colle, qui se sent obligé d'aller lui-même apprendre la sophistique. Si ce n'est que la sophistique, dans la pièce d'Aristophane, c'est en fait chez Socrate, parce que Socrate est assimilé à un sophiste. Et là, tous les platoniciens de la salle s'enfuient effrayés, horrifiés, parce que, évidemment, Socrate, chez Platon, est l'antisophiste par excellence. Voici donc, dans cet extrait, nous n'aurons pas vraiment le temps de le lire, bien sûr, j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps, et je ne suis que trop bavard, excusez-moi, j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour les autres textes, mais voici donc dans cet extrait que vous retrouverez en ligne sur le site du lycée François Ier. Donc voici Strepsiade, Socrate et le chœur. Le chœur, donc, c'est H-O-E-U-R, est constitué des nuées. Les nuées sont pour Socrate les seules divinités qui existent. Les autres, c'est de la blague. Et voici donc, dans cet extrait, Strepsiade, qui découvre que tout ce à quoi il a cru auparavant, tout ça n'existe pas. Et donc, si j'ose dire, avec les nuées, il tombe des nues. C'est drôle, on rit, merci, au revoir. Socrate est assimilé à un poncif. Alors là, je vais faire un exercice absolument horrible. Je vais vous demander de me croire quand je vais relever des extraits du texte. Donc, je vous garantis que j'ai mis des guillemets. Est-ce que c'est vrai pour autant? À vous de... Tant pis. Donc, Socrate est assimilé à un poncif. Il lui est dit par un personnage, par les nuées, « Toi, pontife des plus subtils radotages », et boum, dit le chœur, donc, et le chœur ajoute « À nul autre nous ne prêterions l'oreille parmi les sophistes transcendants d'aujourd'hui. » Socrate égale sophiste, on vibre. Grâce aux nuées qui placent Socrate au premier rang, pour atteindre le bien suprême, je cite, pour atteindre le bien suprême, eh bien, ce qui compte, c'est de, je cite à nouveau, l'emporter dans l'action, dans le conseil et dans les guerres de langue. Donc, qui maîtrise la parole peut tromper son monde et annuler sa dette. Et bien sûr, donc, Strepsiade souhaite, à défaut de pouvoir, faire apprendre cela à son fils, il souhaite lui-même apprendre cette éloquence sophistique. Et il dit, pourvu que j'échappe à mes dettes, et là je cite le passage lui-même, pourvu que j'échappe à mes dettes, et que dans le monde, j'ai la réputation d'être hardi, beau parleur, audacieux, effronté, impudent, assembleur de mensonges, jamais un cours de parole, routier de procès, pilier de loi, cliquette, renard, tourouri, souple comme lanière, narquois, glissant à bleur, cible à aiguillon, canaille, retors, revêche, lèche, point de suspension. Le mot est altéré, c'est une sorte de comique involontaire du texte que l'on n'a pas conservé tel quel. Donc, une magnifique accumulation qui laisse comprendre que, en quelque sorte, Strepsiade est déjà parti du côté de l'éloquence qui embrouille tout. La petite difficulté de ce passage, c'est que, on l'a dit, Socrate a été condamné pour deux motifs, parce qu'il a introduit, disait-on, des dieux nouveaux dans la cité, et parce qu'il pervertissait la jeunesse
en la soustrayant à l'éducation des parents. Laissons le deuxième motif d'accusation, le deuxième grief de côté. Premier grief, Socrate est présenté ici, comme il le sera dans son procès, comme quelqu'un qui nie l'existence des dieux traditionnels. Socrate, dans cet extrait des Nuées auquel je fais allusion et que je viens un peu de lire, Socrate dit Zeus, baliverne. Zeus, ça n'existe pas. Et donc, dans l'esprit des spectateurs, peut-être, le rire aristophanesque a-t-il introduit le germe d'un Socrate athée, d'un Socrate, pour le moins, irréligieux. Et donc, les philosophes et d'autres considèrent que c'est peut-être la tâche qui pèse sur l'œuvre d'Aristophane. Mais je vais vous demander, dans un effort suprême de cette intelligence que nous ont légué les Grecs, de faire appel à votre logos et de vous poser la question finalement, est-ce que Socrate, chez Aristophane, est le Socrate accusé lors de son procès? Regardons de plus près. En face de Socrate, dans cet extrait, alors là je fais allusion, je vous invite à le lire par la suite, dans cet extrait, qui a-t-on en face de Socrate? On a un bonhomme à la religion extrêmement naïve, je vais citer un passage, un bonhomme à la religion extrêmement naïve, donc Strepsiade, et qui dit ceci, alors que Socrate lui fait comprendre qu'en fait, quand il pleut, quand il y a de la pluie, ce sont les nuées, les seules vraies déesses, les nuées qui répandent de l'eau sur la terre. Et Strepsiade dit, oui, par Apollon, voilà certes la question qui nous occupe, un bon argument que tu apportes là. Et moi qui, jusqu'ici, croyais bonnement que Zeus pissait à travers un crible. Donc, quand il pleut, c'est le bon Dieu qui pisse. Voilà, si on transpose de manière moderne. Donc, finalement, si Socrate est un athée, qu'est-ce qu'on a en face de lui? Une religion extrêmement naïve. Donc, le rire est à double tranchant ici, et il faut y regarder à deux fois avant de condamner Aristophane, qui aurait lui-même fait condamner Socrate. J'en ai fini avec cet extrait, trop rapidement qu'Aristophane veuille me pardonner, mais d'autres extraits nous attendent. Didier, combien de temps m'accordes-tu encore? Mais puis-je l'utiliser? Un quart d'heure? Bon, allez. Courage. Vos souffrances sont bientôt terminées. Passons à un deuxième extrait. Un extrait de la paix. Je faisais allusion à Strepsiade embarqué dans la guerre, une guerre de langue. Strepsiade contemporain donc de la guerre du Péloponnèse. La paix, autre comédie d'Aristophane, et disons-le tout de suite, le sujet de la guerre et de la paix a été un leitmotiv dans l'œuvre d'Aristophane et même le sujet principal de 3 des 11 pièces que nous avons gardées. C'est considérable. Encore une fois, Aristophane écrit pendant la guerre de 14-18, ou du moins l'équivalent, la guerre du Péloponnèse. Athènes est donc en guerre depuis de trop nombreuses années contre Sparte, sa rivale traditionnelle. Et voici qu'un homme, une sorte d'autre Strepsiade, un homme, un certain Trigée, traduit par La Vendange par de Bidour. De Bidour est le grand traducteur en français d'Aristophane, un esprit très fertile en jeu de mots et en transposition. Donc, Trigée, alias donc La Vendange en français, un vigneron de l'Attique décide de provoquer la paix. Puisque les hommes dans sa cité sont fous, que va-t-il faire? Eh bien, il va directement, idée géniale, aller chercher les dieux dans l'Olympe pour leur demander d'intervenir. Et voici donc La Vendange, ce vigneron, qui grimpait sur un bousier géant, face ici de la mention d'Aristophane, grimpait sur un bousier géant, se rend sur l'Olympe, et là, il est sûr qu'il va convaincre les dieux. Il y a juste un petit souci, c'est que les dieux sont partis. Pourquoi les dieux sont-ils partis? Parce qu'ils sont excédés du vacarme, de la folie guerrière et meurtrière des hommes. Et donc, il ne reste plus qu'un personnage à qui La Vendange peut s'adresser quand il arrive sur l'Olympe. Ce personnage, c'est, j'allais dire excusez du peu, mais vous allez voir combien c'est peu, finalement, c'est Hermès, le dieu intermédiaire entre les dieux et les hommes, Hermès, qui donc est là, laissé par les dieux pour surveiller leurs objets. Dans cet extrait que vous avez donc projeté ici à l'instant, je vais essayer de faire quelques citations
là également. Dans cet extrait, donc, eh bien, on a affaire à une farce paradoxale. Paradoxale parce que on est amené à rire de la guerre alors qu'on en parle, alors qu'on est en train, sur les gradins d'Athènes où se place la représentation, on est en train de subir la guerre et pourtant on en rit. On rit en particulier du va-t-en-guerre de celui qui pousse à la guerre, à savoir Cléon, le démagogue qui a succédé à Périclès, donc dimension politique du rire d'Aristophane. Les Athéniens sont fous de continuer la guerre, dit Aristophane, en pleine guerre, donc la chose a été très très mal prise par les dirigeants de l'époque, mais le rire a été le plus fort. En face, ça ne vaut pas mieux, les Spartiates sont également fous. Je vous en lis un tout petit extrait. Hermès dit à la vendange ceci. La vendange demandait pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ce coup-là, dis-moi, de partir. Hermès, parce que vous avez préféré la guerre en temps d'occasion, ils essayaient de vous réconcilier. Quand ceux de Laconie, les Spartiates, avaient un petit avantage, ils disaient comme ça, ah, Sparte bleue, vous allez payer, sales Atticos, je le mot avec Attique. Et vous autres Athéniens, si après un succès de vos partisans sur les Spartisans, ceux-ci venaient avec des offres de paix, vous disiez tout de suite de votre côté, c'est un piège, sainte mère d'Athènes. Certes, c'est grand Dieu, il ne faut rien écouter, ils repasseront pourvu qu'on ne lâche pas Pylos. Donc, attitude butée contre attitude butée, front contre front, affrontement, et la guerre est donc installée à tel point que les dieux qui en ont assez, les dieux ont laissé agir le personnage, invention d'Aristophane, le personnage de Polémos, c'est-à-dire la guerre personnifiée, et Polémos arrive dans un vacarme épouvantable parce qu'il arrive avec un mortier pour broyer les cités grecques. Puisque vous êtes incapables, vous les Grecs, de vous entendre, eh bien Polémos va vous régler votre compte et vous moudre comme des grains pour en faire de la farine. Au passage, ce n'est pas Arès, le dieu traditionnel de la guerre, mais un nouveau personnage, Polémos, une sorte de caricature de la guerre qui est inventée pour l'occasion. Dans ce passage, on a aussi quelque chose d'assez surprenant, les dieux qui sont moqués. Je vous disais tout à l'heure, les dieux, ou du moins leur identité anthropomorphique. En effet, les dieux ont déménagé, je cite le texte de la traduction de Bidour, les dieux ont déménagé, et en fait, les dieux qui en ont assez de ce vacarme des hommes en bas, c'est exactement comme des voisins qui ne supporteraient pas les voisins du dessous qui seraient sans cesse en train de se chamailler, de faire des scènes de ménage, de lancer des assiettes. Donc ils ne supportent pas, ils ont déménagé pour éviter tout ça. Mais ces dieux sont quand même très humains, trop humains peut-être, puisqu'ils ont laissé quand même en bon bourgeois Hermès, ils l'ont laissé là pour veiller sur ses petites affaires. Et voici Hermès qui dit « Je monte la garde sur ce qui reste de leurs petites affaires, poêlons, rayons d'étagère, cruchons, bref, des dieux très matérialistes. Quant à Hermès lui-même, le voici devenu non plus dieu olympien, dans toute sa majesté, mais une sorte de concierge, de commis qui est là pour surveiller les affaires des propriétaires. » Et Hermès s'exprime comme le concierge qu'il est devenu. Ah là là, oh là là, de la terre, etc. Donc, il s'exprime d'une manière tout à fait familière. Un troisième extrait, peut-être, merci Didier, qui est celui de Lysistrata. Alors, Lysistrata, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, je voudrais garder un tout petit peu de temps, il me reste 6 minutes, 37 secondes et 12 centièmes. Un tout petit peu de temps pour le dernier extrait que je trouve absolument fabuleux et, je ne vais pas dire moderne, puisque ce sera anachronique, mais très très contemporain. Troisième, avant-dernier extrait, Lysistrata. Lysistrata, donc je vous en donne essentiellement le sujet. C'est à nouveau le sujet de la guerre, ou plutôt comment mettre fin à la guerre et retrouver le chemin de la paix. Eh bien, une fois de plus, l'Athénien moyen en a assez de la guerre, ou plutôt, originalité de l'argument de départ, l'athénienne, parce que ce sont les femmes qui vont prendre les choses en main dans cette pièce. L'initiative vient de Lysistrata. Alors le nom peut paraître compliqué, c'est un mot valise en fait, en deux parties. Lysis, ça veut dire la désagrégation, comme dans analyse, et strata, c'est l'idée d'armée. Donc Lysistrata, non traduit par démobilisette par Dobido, Lysistrata, c'est celle qui va
rompre les rangs, qui va mettre fin à l'armée et donc à la guerre. Et pour ça, elle a une idée simple et géniale. Elle réunit toutes les femmes, non seulement d'Athènes, mais des autres cités, parce qu'après tout, les femmes ne sont pas en guerre entre elles. Elle réunit les femmes de toutes les cités grecques pour leur faire jurer un serment très solennel. Ce serment, je vous invite à vous reporter au texte, avec toutes ces facéties et ces inventions. Ce serment est une parodie des serments qu'on prononçait pour les trêves dans un contexte sérieux. Donc, parodie, un des procédés du comique d'Aristophane. Ce serment, donc, les femmes le prêtent, certaines avec plus de difficultés que d'autres, vous allez comprendre pourquoi. Ce serment, quel est-il? Eh bien que les femmes feront la grève du sexe tant que les hommes n'auront pas renoncé à la guerre. Tant qu'ils n'auront pas déposé les armes d'Arès, ils ne pourront pas utiliser l'arme d'Aphrodite. Ceinture. Vous imaginez la modernité extraordinaire, enfin le terme est anachronique encore une fois, mais l'inventivité, l'audace d'Aristophane. Alors évidemment, ça fait rire parce que ça paraît improbable, mais en même temps, il y a quelques années, un film marocain a été fait sur le même sujet, donc je ne l'ai pas encore vu, mais ça s'appelle la source, quelque chose, il y a le titre. Oui. Donc des femmes qui refusent bref, tant que les hommes ne feront pas ce qu'il faut pour l'adduction d'eau au village. Donc, le pouvoir des femmes, Aristophane le manifeste par le rire. Et au passage, donc, au milieu de cette parodie, évidemment, les femmes sont présentées comme toutes puissantes face à des hommes rendus impuissants. Les femmes sont aussi saisies de désir, et l'une d'entre elles, vous retrouverez ça dans le passage, est bien embêtée à l'idée de devoir prononcer un serment qui lui coûte finalement autant que cela coûtera à son mari. La pudeur et l'horaire nous poussent à filer vers le quatrième et dernier extrait, l'horaire surtout. Donc, quatrième et dernier extrait, je vois que le temps file, je ne veux pas déborder. Tout dernier extrait, il s'agit d'un passage d'une pièce que je trouve absolument géniale, qui s'appelle Ploutos. Ploutos, comme dans Plutocratie. Ploutos, c'est la richesse. Alors, le sujet, quel est-il? Eh bien, c'est un brave bonhomme, encore un personnage familier et récurrent d'Aristophane. C'est un brave bonhomme qui ramène de Delphes un vieillard aveugle. Qu'est-ce qui va s'encombrer de ce vieillard aveugle? Eh bien, il a son idée, parce qu'en fait, l'oracle lui a dit emmène avec toi le premier individu que tu trouveras, il fera ta fortune. On croit l'oracle de Delphes, on emmène avec soi ce vieillard. Ce vieillard, donc, se révèle être tout simplement le dieu richesse, devenu aveugle. Pourquoi? Eh bien, parce que Zeus est jaloux du pouvoir de la richesse. Zeus tremble à l'idée que le dieu de la richesse pourrait avoir plus de pouvoir que lui. Et donc, il l'a puni, il l'a rendu inefficace en le rendant aveugle. Et donc, voici notre vieillard, Crémilos, Toussicard dans la traduction de Bilou. Voici notre vieillard qui donc a une idée absolument géniale. Petit 1, rendre la vue à Ploutos. Petit 2, l'amener chez les gens de bien. Et donc, comme ça, la justice universelle va régner, puisque l'argent étant désormais capable à nouveau de voir, eh bien, il pourra récompenser les justes. Et donc, il suffira de bien se conduire pour être riche. Mais à ce moment-là, évidemment, tout est trop réglé sur des rails qui vont trop droit. À ce moment-là, arrive un autre personnage, un personnage en haillon, personnage féminin, à savoir pauvreté, traduit par Domidour par la dèche. Et la dèche dit, mais mes pauvres amis, vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. La justice et l'argent, mais ça n'a rien à voir ensemble. Ce qui compte, c'est la pauvreté. Attention à la pauvreté, ça n'est pas la clochardise. La pauvreté, c'est elle qui fait que le monde avance. C'est la pauvreté qui fait que la société tient debout. C'est la pauvreté qui fait que ceux qui n'ont pas grand-chose se lèvent le matin pour travailler. Et donc, je vois des oui d'approbation sur certains visages. Bon. Bienvenue au NPA. Vous savez ce que ça veut dire le NPA? J'entends le nouveau parti anticapitaliste, pas du tout. C'est le nouveau parti aristophanesque. Le NPA, donc, au passage, juste une toute dernière citation, et j'en aurais fini de vous capter votre bienveillance. La dèche dit ceci, et on peut, je ne sais pas si les économistes connaissent ce texte, mais ils devraient le lire. La dèche dit que finalement, c'est parce qu'il y a des pauvres qu'il peut y avoir des riches,
Si tout le monde avait de l'argent, évidemment, eh bien les riches ne seraient plus servis, plus personne ne travaillerait pour eux. Donc, heureusement qu'il y a des pauvres pour que les riches soient heureux. Eh oui. Je vous remercie, je vais passer parmi vous, c'est 10 € par personne. Vous allez faire mon bonheur. Donc, je vous en lis un tout petit extrait, très rapidement. Alors, je change de lunettes. J'ai encore une minute, monsieur le bureau. Oui, merci beaucoup. Donc, j'abuse. Voici un extrait savoureux. Voici. Alors, tout Sicard dit quelque chose à quoi répond la dèche. Voici. Et puis, tu ne pourras plus dormir dans un lit si tout le monde est riche. Tu ne pourras plus dormir dans un lit, plus de lit, ni sur des tapis. Qui consentira à faire le tisserand si sa bourse est pleine? Plus de parfums vaporisés pour la mariée quand vous célébrerez sa noce. Plus d'étoffes somptueuses pour la parer de toute la gamme de leurs teintes et de leurs drapés. La belle avance d'avoir de l'argent si vous êtes privé de tout cela. C'est moi qui vous procure largement tout ce dont vous avez besoin, car c'est moi qui, comme la patronne, qui fait marcher son monde, la patronne c'est une tenancière de bordel, donc car c'est moi qui, comme la patronne, qui fait marcher son monde, sans quitter son fauteuil, force des artisans par le besoin, oui, moi la dèche, à se chercher un gagne-pain. Bonne journée de travail à tous. Et bienvenue dans l'Aristophanes Club. Merci.